Et du coup, alors ce soir, après Daniel qui est passé tout à l'heure sur la voie VOIX et pour vous guider dans votre voie VOIE, on a Jordan qui ce soir va nous parler en fait de plein de choses différentes autour de son parcours à lui dans la spiritualité, dans le yoga et dans l'astrologie indienne, avec un magnifique projet d'école qui est en train de se lancer dans l'astrologie indienne. Toi, tu vas nous en parler un peu plus. Ah Donc, oui, ça y est, là, j'ai cross-posté de partout. On est tranquille, c'est bon, on peut démarrer. Ça y est. super. Ok, alors, Jordan, du coup, est-ce que tu peux déjà en quelques mots te présenter pour que Oui. chacun apprenne à te connaître? Et puis moi, je vais vérifier que tout fonctionne de l'autre côté. Ah, attends, Alors, vas-y, vas-y. je suis Jordan Marion, je suis astrologue et formateur. Je suis également enseignant de yoga. Alors, en ce moment, c'est un petit peu particulier par rapport au yoga parce que c'est le confinement, donc j'enseigne plus beaucoup. Mais voilà, mon aspiration fondamentale, moi, c'est vraiment de former en fait des amateurs d'astrologie à devenir les astrologues de demain. Donc, c'est vraiment cette aspiration qui, on va dire, me meut chaque jour, hein, tout simplement. Tout à fait. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Comment tu as pu t'autoriser à aller vers ce rêve-là, Est-ce que déjà tu savais déjà que tu voulais aller vers là ou est-ce que voilà, comment ça s'est profilé dans ta vie? C'est une longue histoire. Ouais, C'est une on est longue là pour ça, histoire. vas-y, Ok. totalement. Alors, je dirais que depuis tout petit, vers 7 ans, je dirais, je me posais énormément de questions. J'avais un besoin de sens qui était très, très fort. Et puis, je posais des questions à mes parents et leurs réponses ne me satisfaisaient pas, franchement. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'apprendre les choses un petit peu par moi-même aussi. Et, et à un moment donné, j'étais en train à 7 ans, on regarde les dessins animés et à chaque fin de dessin animé, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui me rendait triste, et cette tristesse venait en fait de la fin des choses. Et je me posais du coup des questions sur la mort, sur la vie et la mort. Et je pense que la spiritualité fait également un grand lien, on va dire, avec ça. Et c'est pour ça que je le partage là. Et du coup, je posais des questions à mon père. Il me disait qu'on allait mourir, mais qu'on allait revenir en étoile. Donc déjà, peut-être les premiers prémices de l'astrologie. Ma mère me disait non, qu'on était immortel. Et quand j'ai pris conscience vers 7-8 ans donc, qu'on allait mourir, eh bien, j'ai euh, officialisé la chose. J'ai dit à mes parents que j'allais créer un remède d'immortalité. Donc peut-être la première aspiration vers l'alchimie, vers déjà quelque chose d'un petit peu ésotérique, un petit peu spirituel. Et de fil en aiguille, donc j'ai grandi. Étant adolescent, j'ai vécu une période assez difficile, assez dépressive, où c'était un petit peu dur d'assumer qui on est tout simplement pleinement quand on se pose toujours des questions, qu'on a du mal à trouver des réponses, à trouver des personnes qui nous ressemblent. Et on va dire que ce qui m'a sauvé dans un premier temps, c'est une personne donc un camarade de classe quand j'avais 17 ans, qui me tend un livre et il me dit, Jordan, il faut que tu lises ça. Et alors j'étais en fac, au lycée, en lettres, et euh, j'ouvre tout simplement le livre le soir et je tombe amoureux de la littérature. Et je décide de lire tous les ouvrages de cet auteur. Donc c'est Charles Bukowski, un auteur américain. C'était Conte de la folie ordinaire, quelque chose de très cash, de très brut, voilà, et ça faisait vraiment écho avec ce que je vivais, avec la brutalité de la vie, avec la tristesse, avec, voilà, on pouvait parler de tous les sujets. Et de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte qu'avec l'écriture, on pouvait effectivement exprimer qui on était véritablement. Et j'ai commencé donc à écrire beaucoup, 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 des milliers de poèmes en fait. J'ai écrit des ouvrages, des recueils de poésie. Et de fil en aiguille, je me suis dit, alors j'ai fait donc fac de lettres, etc. Et puis j'ai arrêté la fac pour écrire justement, pour continuer à écrire. Je voulais être publié. Et puis je me suis rendu compte que c'était un petit peu difficile de se faire publier en poésie. Donc, euh, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de changer tout, de reprendre des études, d'aller à Lille
pour reprendre des études. En même temps, ma copine m'avait quitté, donc voilà, beaucoup de choses un petit peu lourdes. Et puis, j'étais un peu perdu. Voilà, c'était un petit peu le syndrome du poète maudit, mais je ne voulais pas franchement vivre ça. Je me rendais compte que ça ne m'épanouissait pas non plus. Donc, je vais à Lille et je rencontre une personne, voilà, qui me fait rentrer dans les cercles un peu ésotériques, la Rose-Croix, qui me fait découvrir l'alchimie, qui me fait découvrir beaucoup de choses très, très intéressantes. Et je trouve effectivement des gens qui me comprennent, des gens voilà, qui sont même bien, bien au-dessus de moi, à qui je peux poser des questions, qui me répondent. Et, euh, et puis finalement, je vais donc dans un monastère bouddhiste où je rencontre mon mentor donc, de yoga. Et alors, j'avais des énormes préjugés sur le yoga. Je disais, c'est quoi ce truc bizarre, très à la mode, qui est porté sur le corps? Et il me dit, écoute, on va faire une petite séance tous les deux de 2 heures et tu vas voir que le yoga n'est pas ce que tu crois. J'ai fait une séance de yoga de 2 heures et ça a changé radicalement tout, en fait. Ça a changé toute ma vie. Et je- directement, j'ai su que je voulais faire du yoga, je voulais faire du yoga, que je voulais enseigner également le yoga, alors que je ne savais rien du yoga, mais je savais déjà que je voulais l'enseigner. C'est très, très particulier comme sensation. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à enseigner le yoga. Et on m'a fait confiance, j'avais aucun diplôme, aucun certificat, rien, mais voilà, les gens m'ont fait confiance, donc merci à eux. Et j'ai découvert une espèce de facilité pour la pédagogie, de facilité pour l'enseignement, et surtout un amour en fait de l'enseignement. Et je me sentais vraiment à ma place. Avant ça, j'avais vraiment une relation très particulière au travail, parce que pour moi, le travail, c'était synonyme de monde en tant que salarié. Et ça ne me convenait pas du tout. Moi, j'avais une aspiration à l'illimité, et le simple fait de penser à quelque chose qui pouvait m'obstruer, en fait, ça me rendait anxieux. Et j'étais pas moi-même, et je refusais en fait de me laisser soumettre. Et du coup, j'ai lancé mon entreprise en tant qu'enseignant de yoga. Et c'est là qu'en fait est apparu mon rêve, mon aspiration fondamentale de quand j'avais 7 ans. C'est-à-dire que j'avais un petit peu mis ça sous le manteau durant mon adolescence parce que fallait que je grandisse, fallait que je revienne un petit peu, entre guillemets, à la réalité, aux choses un peu plus concrètes. Et euh, tout simplement, j'ai fait des recherches sur l'alchimie. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'était la pierre philosophale que je voulais trouver quand j'avais 7 ans, ce remède d'immortalité, etc. Et j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que l'astrologie était une des branches de l'hermétisme, qui contient donc 3 branches, dont l'alchimie fait partie. Et que pour vraiment étudier l'alchimie, il fallait avoir des bases en astrologie. Et l'idée, c'est que je me suis dit, OK, je fais du yoga, il y a une astrologie indienne, donc je vais m'y intéresser, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que le yoga part du corps pour comprendre l'univers, tandis que l'astrologie indienne, l'astrologie tout court, c'est l'inverse. On part de l'univers pour comprendre vraiment les mécanismes qui régissent en fait les humains et l'existence. Et, euh, et voilà. Et de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé à l'astrologie indienne. Je me suis formé avec Denis Labouret, voilà, qui en moins de 3 mois en fait de formation avec lui, j'ai ensuite lancé mon activité. J'ai lancé les consultations et aujourd'hui, ben, j'ouvre mon école dans 10 jours. Voilà. Félicitations. Félicitations, c'est juste énorme en parcours. Et tu peux nous dire quel âge tu as, du coup? J'ai 26 ans. Waouh, trop bien. C'est pour montrer aux personnes que c'est possible. Je connais un petit peu ton parcours, de ce qu'on a pu échanger. Oui. Et est-ce que c'est OK pour toi de dire aussi par les phases par lesquelles tu es passé pour Bien montrer sûr, que c'est possible de se bien retourner? sûr. Parce Ah que je oui, sais que c'est pas la période la plus facile, mais ça donnera aussi cet impact aux personnes qui en ont besoin. oui, j'entends bien. C'est-à-dire que oui, les côtés un petit peu tragiques, un peu dramatiques, c'est un petit peu mon lot quotidien, surtout durant l'adolescence, donc la fameuse période. On va dire que déjà, la famille part pas très bien, c'est-à-dire que mon frère est handicapé, et c'est un petit peu le drame hein, de la famille. Quand j'avais 16 ans, donc la veille de mon anniversaire, par exemple, bah, il a fait un petit malaise, 9 jours de coma, et c'était un petit peu voilà, toujours ces mêmes questionnements en fait, par rapport à la vie, par rapport à la mort, et puis des réponses qui ne venaient pas en fait. Et, euh, et effectivement, les tragédies, les drames, en fait,
permettent de nous mettre, j'ai l'impression, en tout cas moi, m'a permis de me mettre sur... En fait, c'est le moment où j'ai eu le choix, en fait. J'ai eu le choix de me dire, OK, je me laisse abattre, je me laisse déprimer, en fait, ou alors j'agis, ou alors j'avance, tout simplement. Et pour moi, c'est peut-être la seule liberté qu'on a, c'est-à-dire soit on avance avec nos aspirations pour véritablement s'écouter et s'aligner, ou alors on reste dans un moule, en fait, et on ne s'épanouit pas forcément. Et j'ai décidé, bien sûr, d'avancer. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la littérature, dans la spiritualité. Et je pense que le passage le plus dur de ma vie, c'était à Lille, parce que j'avais pas d'argent, parce que j'étais en train d'écrire, j'avais pas d'argent. J'habitais dans un 9 mètres carrés avec des cafards, avec une fenêtre qui fermait pas. Donc c'était dans un logement crous très très vétuste, si vétuste que au bout de 6 mois, ils ont anéanti le bâtiment et ils nous ont envoyés à un autre endroit. Et c'est là d'ailleurs que j'ai appris qu'on encerclait, on mettait dans le même sac les personnes étrangères, les très, très défavorisées. Donc je m'étais retrouvé avec ce groupe de personnes-là, où je mangeais, je me nourrissais au resto du cœur, etc. Enfin bref, c'était pas, voilà, pas terrible comme période. Et c'est vraiment là où je suis rentré dans l'ésotérisme, où je me suis dit, il faut vraiment que je trouve des réponses. C'est une urgence en fait. Et j'ai quitté la fac, où j'avais fait histoire de l'art à Lille, j'ai quitté ça pour devenir guide, pour avoir un petit peu d'argent, donc animateur, guide dans un parc archéologique. C'était une très bonne expérience, assez intéressante, mais c'était toujours voilà, un salariat, quoi. Donc, un ami, mon mentor de yoga m'invite à Lyon, et là, j'ai pu vraiment C'est là où tout bascule. me rebooster, exactement. C'est vraiment... Alors, un petit peu avant, j'avais quand même pris la décision de me former en yoga avec Christian Tikhomirov, une formation en correspondance, et très très bon formateur au passage. Et voilà, déjà là j'avais des réponses. Avec Christian, j'avais des réponses. J'avais cette aspiration très yogique d'éveiller son énergie, sa conscience. Et ensuite, je me suis dit, OK, je vais à Lyon, je vais voir ce qui se passe. Et je me suis formé 6 mois intensifs avec mon mentor. Et, euh, et voilà, c'est une personne qui m'a énormément soutenu, qui m'a dit, écoute, il faut que tu te lances. Et il faut que tu gagnes de l'argent dans un premier temps, parce que j'ai gagné zéro. Et en même temps, il faut que tu te lances, il faut que tu fasses ton aspiration. Donc j'ai essayé d'allier les deux, de travailler tout simplement, en m'écoutant, en écoutant mes aspirations, mes valeurs profondes. Et voilà, le yoga, donc au début, je faisais des petits cours, et maintenant l'astrologie. Et, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que tu avais une phrase, quelque chose qui venait en toi et qui disait, oui, c'est ça qui fait que j'y vais, j'ose y croire en fait. Tu vois, il y a eu vraiment ou un message que tu as reçu ou des choses qui te passaient dans la tête par rapport à ça? Alors ça dépend des moments en fait. C'est-à-dire que euh, il y a eu beaucoup de soutien. C'est-à-dire que j'ai la chance dans ma vie d'être soutenu par des figures un peu de mentor, parce que j'ai cherché aussi beaucoup ce genre de figures un peu paternelles. Et alors déjà, voilà, il y a une forme de soutien aussi. Il y a cette idée que, comment dire, j'ai un feu intérieur en fait qui bouillonne, c'est-à-dire je veux des réponses. C'est vraiment cette idée, je veux des réponses. J'ai besoin de sens dans ma vie, et j'ai besoin de bouger voilà, pour faire ces réponses. Je suis un petit peu hyperactif aussi sur les bords, donc ça peut, je pense, jouer. Et vraiment, quand je me sens démotivé, euh, parfois il m'arrive, alors c'est très curieux, il m'arrive c'est peut-être pas très spirituel, mais de regarder justement des dessins animés, des mangas, en fait, des animés, comme quand j'avais 7 ans, comme quand j'étais petit. Et en fait, je regardais souvent Dragon Ball, et Sangoku, le personnage principal, très motivant, très inspirant. En tout cas, moi, il me motivait, il m'inspire plus qu'un, par exemple, un homme politique, ou voilà, plein. Eh bien, simplement le fait de me remettre à sa place, un personnage fictif, hein, eh bien, me donner le boost, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sources d'inspiration. Quand c'était pour l'écriture, c'était les grands poètes. Quand c'est pour le yoga, c'est les grands maîtres, entre guillemets. Pour l'astrologie, c'est un petit peu la même chose. Et pour tout ce qui a
un rapport avec l'entrepreneuriat aussi, parce que je suis entrepreneur. Eh Attends, bien, je jette si ça n'a pas oui, coupé. Je te coupe, mais je oui, vérifie oui, que ça fonctionne parce qu'il y a eu oui, une oui. micro-coupure. Oui, j'ai vu ça aussi. Et, c'est bon, ça fonctionne. Ça Ça continue à fonctionne. marcher apparemment. Ok, Ouais, très c'est bon, bien. c'est bon. Désolée, je t'ai coupé, mais je voulais Et être pas de sûre que tu souci. étais Donc, encore à jour. je finis juste et je disais que sur l'entrepreneuriat, voilà, c'est la même idée. Donc m'inspirer des gens toujours pour essayer de me tirer vers le haut. C'est vraiment cette idée, hein, cet enjeu de s'attirer les bonnes personnes aussi. Ça, c'est très, très important. Et de changer aussi son environnement, ça change tout. La preuve, quand j'étais à Lille, c'était catastrophique. C'était la déprime, hein, la dépression. Et à Lyon, bien entouré, bien soutenu. Voilà, c'était vraiment cette idée-là. Ouais, c'est génial. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui écoutent et qui justement peut-être traversent ces périodes-là que tu as traversées de difficultés pour elles osent peut-être vivre leurs rêves ou aller se connecter à leurs rêves, se connecter à leur spiritualité ou dans d'autres domaines. Mais Mhm. qu'est-ce que tu aimerais transmettre, toi qui aimes transmettre en plus, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message, voilà. Ok. Bonne question. Je dirais que je ne suis pas partisan de l'extrême. C'est-à-dire ne pas non plus écouter toujours ses rêves, quitte à tout lâcher, mais vraiment un juste milieu, un juste équilibre, un compromis, pour permettre d'avoir une petite roue de secours ou quelque chose qui ne nous met pas non plus dans une situation catastrophique. Parce que typiquement, j'ai écouté mes rêves en voulant être écrivain et c'était catastrophique. Donc c'est vraiment l'idée que... euh, Attends, c'est pas fini, hein. T'as Bien encore le sûr, temps, hein. T'as que bien 26 sûr, ans, mais hein. quand même. Tu vas nous le sortir, ton livre. Attends, attends, Merci, il n'est pas merci fini pour cet celui-là de rêve. encouragement. Ouais, ouais. Il n'est pas fini celui-là de rêve. Mais voilà, c'est vraiment... bien sûr, il faut s'écouter, ça c'est très important. Surtout bien s'entourer, changer d'environnement si c'est possible, bien s'entourer et parfois quitter des relations si toxiques un peu, voilà, si c'est possible aussi. Et puis, se poser les bonnes questions et trouver les réponses. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment, je pense, C'est un beau intéressant. message d'espoir. C'est un beau message d'espoir et on voit avec ton parcours et ton âge, c'est juste magique pour tous ceux qui ont envie d'y arriver. Et Alors, j'ajouterais quelque chose. Là, c'est plutôt le point de vue de l'astrologue. C'est-à-dire que je pense que les choses, si elles doivent se manifester, elles se manifesteront d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire vraiment sous n'importe quelle forme. C'est Alain Danielou qui disait ça qui écrivait ça dans le Polythéisme hindou. Il disait que chaque voie mène à Dieu. Alors Dieu ici, entendu comme étant la réalisation de soi. Et je pense vraiment à ça, je crois profondément à ça. Ouais. Et du coup, parce que moi je connais la réponse, mais c'est moi qui personne l'est, comment t'as pu relier, qu'est-ce qui t'a plu par rapport à la mission de vie dans l'astrologie? Parce que je sais que tu vois un rapport, et comme c'est une astrologie qui est complètement différente de celle que nous, on a tendance à connaître, Oui, du coup, est-ce que tu peux expliquer cette différence et montrer justement cette notion de mission de vie à l'intérieur? oui, je vais essayer. Oui. Alors l'astrologie indienne est très concrète et en même temps très spirituelle. C'est-à-dire que au niveau concret, ça va nous renseigner sur des prédictions au niveau des différents domaines de l'existence, la santé, la carrière, les finances, les amours, la famille, etc. Mais ça ne va pas mettre l'accent sur ce qu'on fait dans l'astrologie occidentale moderne, sur tout ce qui a un rapport avec la psyché, avec le psychisme. Euh, En revanche, ça va mettre l'accent sur la spiritualité. C'est-à-dire que en Occident, on a un petit peu confondu les deux. C'est-à-dire que on a un petit peu confondu le côté psychique et le côté spirituel. Et dans le côté psychique, le côté thérapeutique, évidemment qu'il y a une élévation, évidemment qu'il y a une progression. Mais dans le côté spirituel, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on va pas s'élever, on peut pas élever ce qui est parfait. Le spirituel, c'est ce qui est parfait, c'est la nature divine en nous. Donc on va chercher à enlever des couches, en fait. Un petit peu comme un oignon, si vous voulez. Et c'est vraiment cette idée voilà, d'enlever des couches et de retrouver au fur et à mesure sa nature divine. Et l'astrologie indienne va pouvoir permettre à la fois de trouver les forces et les faiblesses du natif, de la personne, à la fois de répondre à des problématiques particulières, notamment pour se préparer avec les prédictions, pour se préparer, pour anticiper certaines choses, et puis surtout pour dire à quel moment on peut véritablement agir, par exemple au sein de la spiritualité ou un autre domaine. Donc ça va être très très commode en fait pour étudier ça.
Génial. Et du coup, alors je vois des commentaires en même temps que je vais te Oui, passer parce que toi, tu les as pas. Bon, il y a de très, très beaux commentaires en tout cas sur 26 ans et en être déjà là. C'est agréable d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut. Une personne qui partageait qu'elle n'a plus de mentor et qu'elle aimerait justement en retrouver un. oui, Il y a une personne qui met, alors tu vois, si tu veux répondre, ou sinon je peux répondre aussi, c'est difficile quand on n'a plus de famille proche et des soucis de santé. Par rapport à ce que tu disais, j'ai envie de dire, tu en es la preuve entière qu'on peut y arriver, même avec des difficultés de famille et oui, des santé. C'est, oui, oui. Et puis, pour parler de la famille proche, ce qui m'a vraiment permis, enfin, ce qui a éveillé mon aspiration à l'astrologie, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est quand même fondamental, c'est quand mon père est décédé. C'est-à-dire il est décédé il y a un an. Et à ce moment-là, donc j'étudiais un petit peu l'astrologie, mais je ne me formais pas encore. Et le fait qu'effectivement, il soit décédé m'a permis, un petit peu paradoxalement, euh, d'ouvrir une brèche, en fait. Et finalement, en me rendant compte, en étudiant un petit peu son thème, et je me suis rendu compte, en fait, que le jour même où il avait changé de grande période, bah, c'est le jour où il est décédé. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose d'hyper puissant, en fait, d'hyper intense avec l'astrologie, et j'ai envie de connaître ça, j'ai envie d'approfondir, et surtout, j'ai envie de partager. Et voilà, c'est ce que ouais, j'essaie de comme une faire. transcendance, finalement, toi qui recherchais cette vie après la mort, c'est comme une transcendance. On change de période, donc on peut aussi passer à un autre état. Exactement, oui, bien sûr. C'est ça. Et c'est ça. Et puis en plus, moi qui cherchais des réponses, l'astrologie en donne. Donc donc c'est quand même très commode. Ouais. Et du coup, donc est-ce que tu veux passer d'autres messages à des personnes qui aujourd'hui auraient envie justement d'oser ou est-ce que tu as envie de communiquer un message particulier par rapport à ça en plus? Je pense que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie indienne. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de manifestations extérieures, beaucoup d'influences un petit peu karmiques, hein, c'est de ça dont il s'agit, de choses qui nous arrivent, qui sont des obstacles, qui bien sûr ne sont pas des obstacles pour rien. Ça nous permet toujours de, même si on est à genoux, de pouvoir nous relever, de pouvoir nous redresser, de pouvoir vraiment faire face, faire front en fait, même si c'est difficile, même si on a une lassitude, même si voilà, on paraît avoir un fardeau tout simplement à porter. Moi avec mon frère par exemple, mon frère handicapé, et voilà, c'est un peu cette idée de rester centré en fait. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que un des remèdes astrologiques les plus puissants, c'est tout simplement de rester centré, d'avoir une pratique spirituelle. Pour moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vie, qui a changé radicalement mon existence, qui m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et l'énergie permet tout simplement de mettre les choses en action, en mouvement aussi, et à la conscience aussi d'être nourri, en fait, d'être raffiné. Et effectivement, mettre les choses en conscience, avoir plus d'énergie, ça va forcément aider à, à accomplir nos objectifs, à être épanoui et à être aligné, en fait, tout simplement. C'est ça. Je te remercie. Tu as des personnes qui te confirment, hein, qui te mettent d'accord avec ce que tu dis. Voilà, il y a Ouf. des likes, il y a des cœurs. C'est bon. Je te dirai pas combien on est, c'est bon. Donc ouais, merci pour ce magnifique partage. Voilà. T'as des beaux retours. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est d'envoyer les questions pendant que après Jordan va nous expliquer un peu plus en détail l'astrologie indienne. Et du coup, vous pouvez les préparer et puis après, je lui lirai à ce moment-là. Alors, du coup, j'ai les bonnes personnes vous aident à vous relever. Je pense que nous avons là une belle vieille âme, car aussi centrée spirituelle à 26 ans. Peut-être. Je confirme. Donc, donc voilà. Est-ce que du coup, tu veux partager avec nous? Alors, je sais que tu as préparé, je ne sais pas du coup si c'est mon thème ou un autre, mais est-ce que tu veux montrer justement comment ça Oui, fonctionne, montrer alors, un peu les différences? oui, Et après, n'hésite pas à axer aussi sur la partie mission de vie ou chemin de vie, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur cette page-là qui sont dans cette quête-là. bien Donc, sûr, tu peux détailler pour leur montrer justement ce que tu bien peux. sûr. Alors, de toute façon, quand je traite de la personnalité, moi, je suis un occidental, donc j'aime bien traiter du psychique, j'aime bien traiter. Je suis pas un traditionnaliste indien, donc j'aime bien voilà, varier et puis surtout m'adapter à la personne, en fait. Donc, bien sûr. Et j'aimerais avant tout partager une petite prière. C'est une prière que je fais, en fait, avant.
chaque consultation, avant chaque étude en fait, de l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est avant tout un acte de divination. Divination, c'est vraiment l'idée de se relier à ce qui est plus subtil, au divin. Par exemple, quand un artiste joue divinement bien, c'est l'idée que c'est plus lui qui joue, mais il est vraiment sous l'emprise d'une certaine force, en fait. Et c'est un petit peu la même chose avec l'astrologie, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est 50% de technique, entre guillemets, et 50% de divination, c'est-à-dire vraiment de se laisser porter. Donc j'aimerais tout simplement, pendant une petite minute, réciter une petite prière. Vas-y. C'est chez C'est toi. la prière au dieu de la nuit. C'est un texte akkadien qui nous vient du XVIe siècle avant notre ère. Donc, il repose les grands, chevilles et fermetures sont tombées, foules et gens sont au repos, les portes ouvertes sont maintenant fermées. Les dieux du pays, les déesses du pays, Hadad et Ea, Samash et Ishtar sont entrés dans l'enclos des cieux. Ils ne rendent plus de jugement, ils ne tranchent plus d'affaires. C'est une fiancée la nuit, le temple et son saint des saints sont des demeures sublimes. Le voyageur implore Nergal et le tribunal se rassasie de sommeil. Le juge de la vérité, le père de la vérité, Samash, est entré dans sa demeure. Brillant Gibil, vaillante Hira, Archélamite, Pléiade, Orion, dragon, chariot, chèvre et bison, dieu de la grande nuit, apparaissaient. Et dans la cérémonie que j'accomplis, dans la prière que je prie, placer la vérité. Voilà. Alors, je vais partager du coup le petit thème. Alors, j'avoue que je n'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais comme je Non, suis mais c'était habitué à pour faire, expliquer, c'était voilà. expliquer les bases. Alors, voici un thème indien, carré. C'est le mien. Oui, c'est le C'est pas tien. bien que Alors, Alors, je ne dirai pas je ne dirai pas de trucs top secret sur toi, Amandine, ne t'inquiète pas. D'accord, ok, merci. Je te remercie. Alors, effectivement, c'est un thème carré. Le thème était carré aussi en Occident jusque dans les années 20. Voilà, après, il a changé un peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que voilà, je voulais simplement donner une petite piste, un petit début, par exemple, de préambule de consultation. C'est ce que je fais beaucoup aussi. Donc, comment on entre dans le thème? Par la Lune. Ça, c'est vraiment différent par rapport à ce que l'on connaît en Occident dans la modernité. On entre dans le thème par la Lune. Et ici, la Lune, elle est dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Donc déjà, ça va nous révéler que Amandine est une personne plutôt philosophe, plutôt spirituelle, plutôt qui aime le monde de l'abstraction, le monde des idées. Personne plutôt qui est méditative. Et visionnaire aussi. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est cet esprit un peu avant-gardiste, un petit peu au-devant, on va dire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous renseigne beaucoup. Également, cette lune, elle est en maison 7. Donc la maison 7, la maison 1, c'est l'ascendant. C'est ce qui se levait à l'horizon au moment de ta naissance. Et la maison 7, c'est la maison qui est derrière, c'est le couchant, le descendant. Et c'est du coup l'idée qu'il y a vraiment une attirance, on a envie d'aider l'autre, en fait. C'est vraiment cette idée d'offrir à l'autre. Alors effectivement, c'est un beau témoignage ici. Ça souligne bien. Je suis au bon endroit. Effectivement. Et ce qui est très intéressant, ça va être les 3 lettres là. C'est-à-dire que la Lune, elle est dans ce qu'on appelle une demeure lunaire, c'est-à-dire une micro-constellation. Les Indiens se servent des micro-constellations, des 27 demeures lunaires qu'on appelle des nakshatras, qui vont nous renseigner sur énormément de choses. Et ici, la Lune, elle est dans une demeure qui s'appelle Sha, ça veut dire Shatabhishaka, ça veut dire les 100 médecins. C'est l'idée en fait d'être naturellement attiré pour tout ce qui a un rapport avec la thérapie, avec la thérapeutique, avec le monde des énergies. C'est également le fait de vouloir et de pouvoir trouver des remèdes naturels. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir s'exprimer. Et comme c'est en maison 7, ça va pouvoir s'exprimer et en offrant, en fait. Et ce qui est très intéressant, ce qui va venir dans ce sens, dans ce même sens, c'est l'ascendant, ici en Lion.
L'ascendant en lion, donc déjà le lion, c'est une idée quand même c'est le roi des animaux, donc c'est une idée qu'on peut avoir une âme de leader, une forme en fait de lumière. C'est-à-dire que ici, alors c'est le phare dans la nuit, plutôt que la personne qui va être très fière et briller, c'est plutôt ici, parce que c'est à 1 degré, donc c'est vraiment au tout début du lion, c'est vraiment l'idée d'éclairer le chemin des autres. Donc ça va être très intéressant. Et l'ascendant ici en début du lion, étant dans une demeure lunaire qui s'appelle Maga. Donc on le retrouve là, M-A-G, Maga. Maga, c'est quoi? Ça veut dire la générosité. Donc c'est vraiment un thème d'une personne généreuse en fait. C'est-à-dire que Maga, c'est symbolisé par un nuage rempli d'électricité et on ne peut pas contenir toute cette électricité, donc on donne, on offre en fait. C'est vraiment cette idée de partager. Et, euh, et, et voilà, c'est exactement ce que tu es en train de faire ce soir, par exemple. Ouais, Donc, c'est ça, c'est juste dingue ouais. Et par oui. rapport à ce soir. Mais Trop bien. ce qui prouve aussi qu'il y a une certaine forme d'alignement chez toi aussi, puisque c'est ton thème et que voilà, c'est ce que tu fais en ce moment même. Donc, effectivement, oui, Je c'est vais intéressant. préciser qu'en plus, je ne l'ai pas vu avant, donc c'est de la pure surprise en direct. Oui, pardon. C'est pour ça que je ne savais pas si c'était le mien ou un autre. Et ouais, non, c'est génial. C'est génial de pouvoir voir tout ça. Et c'est vrai que oui, c'est complètement différent en approche de ce qu'on a Ouais, l'habitude. Mm. ouais. Alors, ta planète dominante, c'est Jupiter. Jupiter est à la fois en maison 1, enfin collé ici quasiment à l'ascendant, et en fait, elle est en force directionnelle, c'est-à-dire que Jupiter prend de la force quand elle se lève à l'horizon. Donc là, effectivement, alors je peux montrer voilà, beaucoup de chiffres, alors ne prenez pas peur. On Simplement encaisse ici, décoder après, hein. C'est toi qui décodes, hein. voilà, simplement Jupiter ici. Alors pour qu'une planète puisse s'exprimer pleinement, en fait, il lui faut 100 points. Là, Jupiter a 161 points. Ce qui fait que c'est la planète très forte qui va s'exprimer dans l'existence. Jupiter, c'est la planète de la transmission, la planète du conseil, la planète de la médiation et de la méditation, c'est la planète de la sagesse. En fait, Jupiter, c'est gourou en sanskrit. Gourou, euh, alors c'est le mentor, le guide, mais c'est littéralement, ne le prends pas mal, ça veut dire le gros, mais pas le gros physiquement, Ah oui. le gros dans le sens, on accumule des ressources pour ensuite pouvoir les redistribuer. C'est Mm. vraiment ça ici, le Jupiter qui est intéressant. Et puis le Saturne, qui est un petit peu moins puissant et qui va laisser la place à Jupiter, mais Saturne, c'est cette idée d'aller au bout des choses, d'avoir quand même une âme de chercheur, de chercheuse, et de quand même aller approfondir les choses qui nous intéressent. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, le Jupiter est maître de 5. Donc, c'est l'idée qu'il y a une pratique spirituelle qui est là, qui est derrière, qui est très fort. Maître de 8 également. L'ésotérisme, bien sûr, est là. Le Saturne, maître de 6, le monde de la santé. Donc là, tout simplement, on mêle la pratique spirituelle au monde de la santé, à l'ésotérisme et à autrui, parce que Saturne est également maître du Verseau, maître de 7. Donc là, vraiment, les 4 maisons sont ici en maison 1, c'est-à-dire ça vient facilement à toi et ça donne littéralement ici une vocation, en fait, tout simplement. C'est comme ça, en fait, qu'on remarque, qu'on repère. Alors, il y a d'autres méthodes, bien sûr, plus approfondies, mais c'est comme ça qu'on commence par étudier la vocation, par exemple, dans un thème. Ah, c'est génial. Et c'est fou, j'aurais dû te rencontrer avant. J'aurais eu cette analyse-là avant, j'étais allée plus vite où je suis. Mais ce qui est fou, c'est que tu recoupes en fait avec les familles d'âmes. Puisqu'en famille d'âme, je suis en enseignante guérisseuse. Et du Oui, coup, oui, oui. on voit cette notion de recevoir de l'info, de devoir la transmettre. Et je trouve que c'est super intéressant pour enseigner quelqu'un qui est sur la recherche justement de son chemin de vie, sur sa Et voie. oui, Je dirais que et c'est la oui. thématique de ce soir. Ah bah tiens, il y en a qui me... Alors, tu as des super commentaires qui arrivent. Alors, il y a des stagiaires qui me connaissent et qui font waouh, impressionnant, qui me connaissent bien. Alors, du coup, alors, attends, je vais te lire un petit peu les Ouais. commentaires qu'il y a pu y avoir. Il y a eu très, très beau retour sur ta prière avec des personnes qui t'ont remercié. Magnifique texte, merci. Merci, magnifique, très beau texte. Voilà. Euh, une autre personne qui est cancer ascendant Lion, ça tombe bien, je pense qu'elle a écouté fortement. Du coup, après, là, il y a un partage avec l'astrologie chinoise. Oui. Fait-on aussi le thème astral comme chez nous? Alors, du coup, Alors, ouais, chinoise, non, indienne, du coup. Ou est-ce que, ou du coup, c'est un comparatif? Je sais pas au niveau. l'astrologie chinoise, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une autre matrice, alors que l'astrologie indienne, c'est le même zodiaque, en fait. C'est-à-dire que l'astrologie indienne, c'est un mélange.
d'un zodiaque purement indien, calé sur les 27 demeures lunaires, et un mélange du zodiaque babylonien, c'est-à-dire celui qu'on connaît, celui des 12 signes. Et au VIe siècle, un astrologue le plus célèbre, qui s'appelle Varahamihira, a tenté de juxtaposer les deux zodiaques, et c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire en fait le zodiaque indien aujourd'hui, à la fois avec les 12 signes et à la fois avec les 27 demeures lunaires. Et du coup, dans ton école, puisque là, tu es en plein lancement d'école, Oui. Pour tous ceux qui s'intéresseraient au-delà de venir se faire le thème, mais de travailler sur leur mission de vie et de creuser dans ces domaines-là, qu'est-ce que tu vas proposer dans l'école? Est-ce que du coup, tu vas nous apprendre tout ça? Comment ça va se passer en fait? Oui, c'est ça. En fait, la plupart des personnes qui étudient ou qui ont étudié l'astrologie ont 10, 15, 20 ans de pratique, souvent, et ont du mal à interpréter un thème. Pourquoi? Parce qu'il leur manque une méthode, en fait. Il leur manque une méthode. Et c'est par exemple, ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire on commence par la Lune, on fait l'ascendant, on regarde, etc., les demeures lunaires, tout ça. Donc tout ça, bien sûr, je le montre, je l'apprends. C'est vraiment le but. Hein. Et en fait, je forme des astrologues, c'est-à-dire que le but, c'est que les gens soient meilleurs que moi, en fait. C'est vraiment cette idée. Et en même temps, comme j'adore le yoga, que j'étais enseignant de yoga, et que l'astrologie demande une certaine forme d'intuition, bien sûr, une certaine forme de réceptivité, je propose en parallèle dans l'école des formations en yoga. Mais c'est du yoga pour astrologue. C'est vraiment pour vraiment devenir ce qu'on appelle un Mercure, un messager des dieux, Hermès dans la tradition grecque. Donc c'est vraiment cette idée de faire le pont entre les plans, entre les choses, entre les mondes, pour ensuite redistribuer. Un petit peu comme Jupiter. Est-ce que tu m'autorises une question purement Oui. spiritualité? Moi, je pars du principe qu'on a tous une part divine en nous, à Oui. laquelle, du coup, après, on va se connecter à plus haut que nous. Mais je pars du principe qu'on a tous cette part divine. Est-ce que, du coup, tu recoupes sur cette croyance-là ou pas? Ah bah pour les Indiens, typiquement, c'est-à-dire que, alors pour les Indiens, il y a, et je suis d'accord, il y a deux choses de déterminées, principalement, notre environnement, donc le corps, là où on est, etc., et, et le côté un petit peu les pensées, les émotions, la psyché, en fait. Et l'idée, c'est que euh, l'astrologie nous renseigne sur ça. Mais il y a quelque chose de profondément libre en chacun de nous, notre nature divine. Et l'idée, encore une fois, c'est de se centrer. Pourquoi? Pour retrouver cette nature divine. L'astrologie nous permet de comprendre, en fait, ce qui se joue, les conditionnements, en fait, pour pouvoir avoir les capacités, non pas de créer un bon karma, mais de s'en détacher. C'est-à-dire de ne plus avoir du tout de karma. Et comment? Alors, c'est un but un peu idéal, hein, mais c'est un petit peu le but de la spiritualité aussi. Et c'est là que le yoga et l'astrologie se rejoignent, en fait. C'est que tous les deux demandent une pratique. D'ailleurs, petite anecdote, mais les grands astrologues, je pense à Sri Yukteswar, les grands astrologues indiens étaient des maîtres spirituels. Par exemple, c'est celui qui est le maître de Yogananda, par exemple, donc dans le monde du yoga. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ici, bien sûr, un rapport très, très étroit entre le yoga, entre l'astrologie. Et c'est vraiment voilà, cette idée de... on peut, entre guillemets, trouver l'éveil, non pas seulement avec l'astrologie, mais bien sûr avec une pratique spirituelle. Mais l'astrologie, c'est un petit peu le guide dans le désert, en fait. C'est l'horloge, les aiguilles qui nous indiquent des choses. C'est ça, en fait, principalement le but, en fait, de l'astrologie. Et une fois qu'on connaît ces choses-là, on peut agir. Voilà. Excellent. Et est-ce que tu penses que c'est OK de savoir à l'avance? Est-ce que ça nous donne des tendances ou ça donne vraiment des choses précises? Ça dépend. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne... alors, je vais prendre un exemple. Quand j'ai commencé l'astrologie, je voulais être sûr que ça marche et j'avais fait une prédiction sur moi-même, sur mon déménagement. Et j'avais trouvé, je ne sais plus, 9 novembre, supposons. Et voilà, c'était dans 10 jours. Et j'attendais, je faisais rien. Et puis finalement, il y a des choses qui se décoinçaient, qui arrivaient. Je me disais, ah, peut-être que ça va vraiment finir par se passer. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et le 8, le 8 novembre, donc c'était le 9 que je vais déménager, le 8 novembre, j'avais une petite piste, mais voilà, je n'étais pas sûr. Et finalement, le 9, j'ai déménagé. Donc même quand on connaît, en fait, euh, même quand on connaît les choses, on peut... Alors, il y a toujours le libre arbitre, hein, ça c'est quand même important. Le libre arbitre, encore une fois, c'est la nature divine en nous. C'est-à-dire que c'est ce qui nous appelle, c'est un petit peu
la voix du cœur, en fait, et l'intuition. Et ça, on retrouve aussi dans le monde du yoga, c'est-à-dire on va chercher à se connecter à ce qu'on appelle Vijnana Maya Kosha, c'est-à-dire le plan de l'intuition. Et l'astrologie nous renseigne également sur l'accès à ce plan-là, en fait. Donc, oui, alors après, effectivement, une personne qui n'a pas envie qu'on lui dise son avenir, entre guillemets, on ne lui dit pas. On fait simplement un test, une interprétation de la personnalité, de la mission de vie. On peut lui dire les points forts, les points faibles, un petit peu les enjeux de l'existence aussi, hein. Ça peut être intéressant avec les planètes en exaltation, les planètes en chute. Donc tout ça, on peut interpréter en réconciliant un petit peu les opposés pour trouver un équilibre aussi. Et tu as Paula Château qui demande, a-t-on un destin déjà tracé d'avance, du coup? Oui et non. C'est-à-dire que le but de la spiritualité, entre guillemets, pour les Indiens, encore une fois, c'est l'éveil, en fait. C'est de ne plus avoir de karma et de ne plus se réincarner, parce que c'est vraiment la tendance de la réincarnation, le concept de la réincarnation en Inde. Après, pour revenir un peu plus sur Terre, pour revenir dans un monde un peu plus concret, il y a des tendances, en fait. Il y a des influences, si on veut. Par exemple, Jupiter, ça va être l'enseignement, mais ça peut aussi être le conseil, ça peut aussi être le fait d'être critique d'art, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, on choisit, en fait. Par exemple, typiquement, en fait, les planètes dans le thème, ce sont des symboles. Et les symboles sont interprétables de 1000 façons. C'est ça, en fait, l'idée. Et pour prendre un exemple, pour comprendre un peu mieux peut-être, Sri Yukteswar, justement, le maître de Yogananda, avait vu qu'un de ses disciples allait mourir par le feu. Et il a voulu réinterpréter ce symbole, donc qui était quelque chose de destiné. Il a voulu réinterpréter ce symbole, qui est la qualité de ce symbole, c'est violence. Ça, c'est la qualité. Et la quantité, c'est mort. Et en fait, on ne peut pas changer la qualité. C'est-à-dire que la qualité, c'est violence. En revanche, on peut changer la quantité. C'est-à-dire que plutôt que de mort, on peut faire petit accident. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un bâton enflammé, il a tapé sur son disciple, et son disciple est resté en vie, en fait. Et ça a changé, du coup, la quantité, le degré. Donc, en fait, l'astrologie n'est pas fataliste. Elle est, on va dire, c'est vraiment la différence, la distinction entre la fatalité et la destinée. C'est-à-dire que la destinée, on peut réinterpréter, on peut négocier avec les dieux ou ici avec les astres, et ça marche en fait. C'est-à-dire que les anciens, alors les Babyloniens, ça c'est toujours drôle à raconter. Alors il faut se mettre aussi dans le contexte, hein, 1500 ans avant Jésus, ils voyaient que, alors les mages astrologues voyaient que le roi allait mourir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils changeaient le roi du trône. Pendant 3 mois, ils le mettaient un petit peu à l'abri. Ils mettaient un pauvre paysan sur le trône. Le paysan, il y passait, et puis il remettait le roi. Donc Mais on peut non! toujours négocier, on peut toujours changer les choses en relisant. En fait, on respecte le symbole. Le symbole est respecté. C'est ça qui est on va dire, primordial. Et une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment maîtriser tout, en fait, maîtriser sa vie. Et alors, bien sûr, on va mourir un jour ou l'autre, mais voilà, c'est limité, mais on peut bien sûr avoir un facteur de liberté, évidemment. Mais la plus grande liberté, encore une fois, elle ne se trouve pas dans ce qu'on peut faire au niveau de la matière, mais dans notre éveil spirituel, en fait, tout simplement. Et justement, ta recherche de l'alchimie et de cette pierre philosophale, aujourd'hui, t'en es où? Alors Alors, effectivement, là, l'astrologie a quand même pris le dessus. J'ai plus ou moins trouvé la pierre philosophale, c'est-à-dire que je sais que la part d'immortalité en moi, elle est en moi en fait justement. C'est pas quelque chose que je dois créer, c'est quelque chose qui réside au fond de moi que je dois redécouvrir et approfondir encore et encore. Euh, et voilà, et c'est vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose en moi d'intouchable en fait, qui est d'immuable, qui est en chacun de nous, qui me rassure d'une part parce que c'était une peur de la mort. En fait, je suis rentré dans la spiritualité, tout ça. Ces questionnements, c'était avant tout une peur de la mort. Et en fait, me mettre à l'astrologie, au yoga, comprendre tout ça, comprendre la philosophie indienne, l'Ayurveda, etc., m'a permis de ne plus avoir peur, en fait, de me rassurer. Et,
Et oui, bien ça, c'est ça qui a tout changé en fait. Et n'ayant plus peur, je n'ai plus agi par peur, mais par amour, par aspiration profonde. Et, euh, et voilà, c'est c'est un petit peu le résumé. Ah, mais c'est juste magnifique et je te remercie. Je Je t'en te prie. remercie pour tous ces partages. Je regarde par rapport aux commentaires qui arrivent. Oui. Euh, tu as une personne qui demande comment vont se passer tes cours. Alors, du coup, pareil, je connais la réponse, mais du coup, et je repartagerai sur la page dès que Oui, tu seras en ligne, tu me diras. ça marche. Donc, comment tu vas fonctionner en fait? Alors, les cours, ce sont des vidéos enregistrées. En fait, ce seront des formations hébergées sur une plateforme qui s'appelle Podia. Donc, c'est fait pour. C'est une plateforme qui héberge plein de formations. Et ce seront donc des vidéos enregistrées. Vous pourrez travailler depuis chez vous tranquillement avec votre thé ou que sais-je. Et, euh, et voilà, donc il y aura des mind maps. J'adore travailler avec des mind maps, des PDF, des audios de méditation. On va retrouver la prière au Dieu de la nuit, par exemple. On va, alors bien sûr, je vais travailler sur le thème, on va travailler ensemble sur le thème. Et puis, surtout, pour se soutenir, allumer la flamme et puis progresser ensemble, euh, vous aurez accès à un lien sur Telegram. Donc Telegram qui est une plateforme de messagerie instantanée où on pourra travailler ensemble, je répondrai à toutes vos questions. Et voilà. Alors, il y a déjà un groupe Telegram d'ailleurs. J'ai déjà un groupe privé sur Telegram où tous les mercredis et les dimanches, de 18h à 19h, on commence déjà à travailler des thèmes, à anticiper un petit peu la formation qui arrive. Donc voilà, et les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter. Alors après, c'est pas non plus un lieu où on va raconter sa vie, c'est vraiment axé sur l'astrologie. Et voilà, c'est quand même. Alors c'était bon enfant, mais on est quand même focus sur l'astrologie et le yoga parce que les deux sont quand même indissociables. Trop bien. Bon, dès que tu es prêt, tu nous le dis, hein, et puis, on le postera sur la page pour ceux que c'est Ok, intéressant. bah merci. Après, pour autant, toutes tes coordonnées sont dans la Oui, publication, hein. Je l'ai mis en commentaire volontairement et vous retrouvez aussi sur le site, sur soin-énergie.com. Vous avez chaque intervenant. Vous allez pouvoir retrouver, regarder, aller sur leur site, pouvoir les appeler. Voilà. Chacun a posté ses coordonnées et c'est fait pour. C'est un échange, en tout cas, juste normal pour tout ce que vous faites et tout ce dont vous êtes en train de faire chacun à travers vos interventions. merci. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais dire, une dernière phrase par rapport à un impact, quelque chose par rapport justement aux gens qui voudraient oser incarner comme tu incarnes leur chemin de vie? Hmm, de, de nourrir, tenter de nourrir du moins, ce qui nous fait grandir, la lumière en fait, de se diriger vers la lumière. Et une fois qu'on se sent assez fort, d'aller creuser dans ce qui est un petit peu plus obscur en nous-mêmes. Ça, je pense que c'est fondamental pour se connaître, pour connaître nos mécanismes, nos conditionnements. Pourquoi il nous arrive tout ça? Parce que on est entre guillemets responsable, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours notre faute, mais ça veut dire littéralement qu'on a la réponse en nous. Et c'est vraiment ça qui est je pense, vraiment, vraiment fondamental. C'est vraiment à la fois cette aspiration à la lumière, et une fois qu'on est assez solide, de pouvoir effectivement, de temps en temps, creuser les points un petit peu plus sombres. C'est un peu l'idée. Bah, merci un million de fois. Merci à Merci toi. pour ce magnifique partage. Tu as des grands merci beaucoup, des waouh magnifiques. Tu pourras les lire après. Oui. Alors, juste pour finir, euh, il y a une formation gratuite que je propose pour, on va dire, en tant que préambule pour anticiper la formation qui sera payante le 18 mars, le 19 mars. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a une petite formation gratuite sur l'école d'astrologie. Bah, Voilà. envoie-moi le lien et moi je te le repartage sur la page pour Oui, ceux qui seraient intéressés. Au moins, ça qui marche. pourront lire. Ça Ça nous marche. retrouvera nous aussi dessus. On va venir voir. C'est- Pas de Mais souci. merci vraiment. Bon, t'as de super beaux commentaires. Je te laisserai découvrir. Ouais, ouais, je suis en train de dire merci beaucoup. C'est vraiment merveilleux. T'as beaucoup de smileys. Voilà, merci. Ouais. En tout cas, merci de ta confiance parce que du coup, bah, on se connaissait moi et Oui,
c'était génial que tu aies pu accepter ce défi du live, ce défi de l'interview. Ah, bah, Donc, merci à toi de m'offrir cette opportunité. Et puis je suis content que, voilà, que mes idées, entre guillemets, aient pu avoir un écho dans le cœur de certains. C'est vraiment, c'est beau, je trouve. Voilà. écoute, quand tu verras tous les pouces et les cœurs qui sont en train d'arriver, tu comprendras que oui, ton message est très très bien passé et qui va continuer à se diffuser parce que du coup derrière, tu vas avoir automatiquement des replays qui vont se faire pour ceux qui n'étaient pas disponibles. Donc les replays servent pour ça. Et, Ouais. euh, et voilà. En tout Ok, bah cas, super. Merci à toi. un grand merci. Je vais couper le live sur Facebook. Nous, on peut rester 2 minutes si tu Ouais, veux, ça sur Zoom. marche. Je vous remercie tous. Je vous dis demain soir, on a rendez-vous à 19h pour retrouver Christelle Bréban et Vincent Tarlet qui nous présenteront en fait leur projet d'architecture énergétique. Un très très beau projet avec un couple magique qui vit sa passion et qui vit entre spiritualité, environnement, thérapie et habitat. Donc, plein de thèmes qui me plaisent et vous me connaissez tous. Donc, voilà. Donc, on se retrouve demain à 19h. Merci encore, Jordan. Merci à toi. Et puis, je coupe le live. Bisous à tous.